Voilà, donc l'économie du changement climatique, tel est le titre de mon intervention. Et je vais en fait, c'est un vaste sujet, je vais en aborder trois aspects. Le premier, c'est un petit peu les justifications économiques des politiques climatiques, sur lequel je vous donnerai quelques grandes lignes de réflexion et quelques-unes des conclusions auxquelles les économistes sont parvenus, qui font plus ou moins consensus par ailleurs. Une deuxième partie sera consacrée à les instruments de la politique climatique, les outils de la politique climatique. Je donnerai donc quelques coups de projecteur sur les outils et sur les questions que pose la politique climatique en général, de façon comme on pose en général les politiques environnementales, mais plus spécialement des questions liées à la politique climatique. Et la troisième partie sera une réflexion sur la gouvernance, et donc tout à fait en amont de la COP 21 qui nous réunit aujourd'hui. Alors, les justifications de la politique climatique, je vais parler brièvement du principe de précaution, du calcul économique standard et de l'argumentaire renforcé. Alors, pourquoi ne pas s'en tenir au principe de précaution qui nous dit l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures appropriées visant à prévenir des dommages graves et irréversibles à l'environnement. Alors ça, c'est le texte de la loi Barnier. Alors vous voyez bien qu'il est quand même assez vague, parce que quelles sont les actions appropriées? Est-ce que c'est arrêter tout de suite les émissions, les stabiliser? Et par ailleurs, le texte ajoute, et c'est pas une addition mineure, à un coût économique acceptable. Alors vous concevez que les économistes ont eu le sentiment que la balle était revenue dans leur camp, et que pour aborder ce problème, il fallait s'en tenir au mode de réflexion, aux outils qu'utilisent les économistes. Et l'un d'entre eux s'appelle le calcul économique, ou le cost-benefit analysis en anglais. Et le calcul économique consiste à mettre en regard des coûts. Alors pour avoir des coûts, il faut éventuellement monétariser un certain nombre d'effets du changement climatique, bien entendu, de regarder les bénéfices. Alors quels sont les bénéfices d'une politique climatique? C'est évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est les dommages évités que le changement climatique créerait et qui sont évités. Et troisièmement, il faut arbitrer entre aujourd'hui et demain. Et le problème est particulièrement crucial ici, puisque les coûts sont quand même plutôt aujourd'hui et les bénéfices sont plutôt demain, pour les générations futures, voire pour les siècles futurs. Naturellement, là-dessus viennent se greffer des questions non standards, enfin en tout cas plus compliquées que dans le calcul économique standard. C'est la question de l'incertitude, j'en dirai un mot, et la question du fait que le climat est un bien économique très particulier, c'est ce qu'on appelle un bien collectif global. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Alors les politiques climatiques, d'abord, il faut réfléchir, quand on veut faire le calcul économique que je préconise, il faut réfléchir sur les moyens d'action. Je ne vais pas être très long. Comment réduire les émissions de CO2? Revenir à un mode de vie pré-industriel, ça ne paraît pas très réaliste. Moyen, avec les technologies existantes, diminuer la consommation d'énergie en améliorant l'efficacité énergétique. Opter pour des énergies moins carbonées. Le charbon est la source d'énergie la plus abondante et la mieux répartie sur la planète, et la plus carbonée. Opter pour des énergies peu carbonées ou sans carbone, avec le problème du nucléaire, la question du risque nucléaire, le problème des renouvelables, dont on a beaucoup parlé ce matin. On a évoqué les problèmes de coût, d'intermittence, sur lesquels je ne vais pas revenir. On a évoqué aussi le problème de séquestration du carbone. Il faudrait parler des gaz à effet de serre. Et évidemment, à l'arrière-plan, il y a toute la question du progrès technique, des nouvelles technologies, qu'il s'agisse dans le photovoltaïque, dans l'hydrogène ou dans le nucléaire. Alors voilà, donc ça c'est un petit peu à l'arrière-plan. Maintenant, comment est-ce qu'on analyse les coûts? Je vais vous donner ici un diagramme qui donne la manière dont les économistes regardent un peu ce problème. Sur ce diagramme, vous avez en abscisse, alors, vous avez un certain nombre de secteurs et vous avez en ordonnée des coûts en prix de la tonne de CO2 en dollars. Et vous avez des couleurs différentes selon qu'il s'agit
selon que l'on considère des pays de l'OCDE, par exemple, c'est une certaine couleur, que considère le monde qui est la somme de tout ça. Et vous avez à l'intérieur de chacun des secteurs qui sont en abscisse, l'offre d'énergie, le transport, la construction, l'industrie, etc., vous avez 3 lignes verticales. L'une correspond à des actions qui sont rentables lorsque l'on pénalise l'émission de CO2 à moins de 20 $ la tonne de CO2. Au milieu, vous avez ce qui se passe lorsqu'on pénalise la tonne de CO2 à 50 $ la tonne de CO2, et la troisième, lorsqu'on la pénalise à 100 $ la tonne de CO2. Donc vous voyez, on peut commenter très longuement ce diagramme. Il vous donne quelles sont à peu près les valeurs fictives du gaz carbonique qu'il faut introduire dans le calcul pour rendre les opérations rentables dans chacun des secteurs, dans chacun des groupes de pays, et donc sous des hypothèses différentes pour le coût du gaz carbonique. Alors vous voyez par exemple qu'il y a dans la construction, il n'y a pas besoin de mettre un prix fictif du gaz carbonique très élevé pour avoir beaucoup d'investissements rentables. C'est complètement différent dans le transport, par exemple. Donc voilà le genre de matériaux de base qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on veut faire de l'économie et l'histoire des coûts. Alors, autre matériau de base que je vais donner uniquement, je ne vais pas commenter non plus, il faudrait un quart d'heure pour le commenter. Ça, c'est la dynamique des coûts, c'est la simulation de scénarios entre aujourd'hui et 2100 sous des hypothèses différentes pour la production d'électricité dans le monde. Alors, le premier scénario, c'est business as usual. On ne fait absolument rien en matière de politique climatique. Le deuxième, c'est une politique optimale sans le nucléaire. Le troisième, c'est une politique optimale avec le nucléaire. Et le quatrième, avec d'autres hypothèses sur la suite. Peu importe le débat, c'est dans chaque moment. Ce travail montre comment on peut, du point de vue des économistes, alors c'est parfaitement il y a des points qui méritent discussion, etc., formaliser le développement des technologies dans le secteur de l'électricité en fonction d'un certain nombre d'hypothèses. Et c'est des calculs qui sont faits au moindre coût. Donc c'est un coup de projecteur sur les coûts des politiques climatiques. Alors là, oui, je vous donne un petit peu... J'ai écrit un livre en français qui s'appelle « Combattre l'effet de serre nous mettra-t-il sur la paille ?» Vous voyez que la traduction espagnole pose des petits problèmes, c'est pas mot à mot, et je ne dis rien, évidemment, de traduction coréenne. Alors maintenant, quels sont les bénéfices des politiques climatiques? Les bénéfices des politiques climatiques, comme je l'ai dit, c'est les dommages évités. Alors ici, j'ai un diagramme qui est tiré d'un chapitre du rapport Stern, dont je vais reparler ici, qui a été celui qui a pris le plus sérieusement en considération la logique du calcul économique standard. Et là, vous voyez un petit peu vous avez une certaine vision qui se veut synthétique de ce qui peut se passer. De ce qui peut se passer dans les catégories, alors nourriture, ça c'est l'agriculture, l'eau, les effets sur les écosystèmes, les effets sur les événements extrêmes, plus des risques de changement climatique rapide, etc. Et vous avez tout à fait au sommet des intervalles de hausse moyenne de température sur la planète associés à certains scénarios d'émissions. Et donc, au-delà de ces intervalles sont entre 5 et 95% de l'extrémité gauche, ce qui arrive avec une probabilité inférieure à 5%, ce qui est à gauche de l'extrémité gauche, etc. Et donc vous voyez dans tous les domaines, il est indiqué selon les changements de température ce qui se passe. Par exemple pour l'agriculture, ça dépend. C'est pas la même chose. Les effets sont localisés si l'accroissement moyen de température est de 2 degrés et sont beaucoup plus généralisés, etc. Et l'idée du calcul économique, ce qu'il y avait dans le rapport Stern, ça consiste à comptabiliser ces effets. Alors, ce n'est pas normalement difficile pour l'agriculture. L'agriculture, c'est un bien marchand. Si on fait des hypothèses sur les pertes de rendement, on connaît la valeur marchande de ces pertes de rendement. Ça devient de plus en plus difficile selon qu'il s'agit de biens non marchands. Comment comptabiliser le malheur des migrants du climat et les difficultés des sociétés qui les accueillent, etc. etc. Donc, toujours est-il que le changement climatique
Voilà donc un petit peu la logique. Vous avez des coûts, vous avez des dommages évités, coûts proches des dommages lointains. Alors ça, c'est le point le plus délicat, parce que les économistes utilisent ce qu'on appelle un taux d'actualisation. Les taux d'actualisation qui sont à l'image des taux d'intérêt dans le monde des affaires standards. Et si vous utilisez un taux d'actualisation de 7%, si vous voulez qu'un euro aujourd'hui soit rentable, il faut qu'il rapporte 860 € dans 100 ans. Avec un taux de 5%, c'est simplement 130 € dans 100 ans. Et il y a évidemment une logique exponentielle à cette utilisation. Donc l'usage du taux d'actualisation écrase l'avenir d'une certaine manière. Et problème, comment... c'est évidemment une dimension essentielle de l'analyse du calcul économique, et c'est une dimension essentielle de nos choix, le poids que nous mettons sur les générations futures, le poids que nous mettons sur l'avenir. Alors, il y a deux autres ingrédients qu'il faut ajouter pour avoir en tête un petit peu les éléments de calcul économique que je suis en train de... Premièrement, c'est l'incertitude. Là, j'ai mis un diagramme, mais je ne vais pas le commenter du tout, mais c'était fait par un économiste de Harvard, qui, regardant les résultats des modèles climatiques pour un certain nombre de scénarios, s'est rendu compte qu'il avait 5-6 résultats ou 10 résultats, et donc a essayé de compléter la courbe de répartition ou la courbe de densité probabiliste, en faisant l'hypothèse soit que ça se complétait par des distributions à queue épaisse, soit par des distributions à queue non épaisse. Je reprends ici le vocabulaire de Mandelbrot. Et qui a montré que, et en fait on n'en sait rien naturellement bien, et qui a montré que selon le cas, ça changeait totalement la vision qu'on avait de l'avenir, et ça changeait complètement la vision qu'on avait du risque que l'on subissait. Alors l'autre problème, c'est que l'autre dimension, avec l'incertitude, et qui vient perturber le calcul économique classique, c'est la dimension du bien collectif global que j'ai donné tout de suite. Le climat, c'est un bien pour nous, pour nos petits-enfants, etc. Et d'une certaine manière, c'est un bien supérieur. C'est-à-dire que une bonne qualité du climat a plus de valeur en termes de biens marchands que vous êtes prêts à sacrifier lorsque vous êtes plus développé que lorsque vous êtes moins développé. Et donc, il faudrait, dans le taux d'actualisation, tenir compte du glissement des prix relatifs. Donc, il faut utiliser des taux d'actualisation beaucoup plus faibles. Alors, c'est un sujet sur lequel Thomas Sterner et moi-même avons travaillé indépendamment. Thomas était le co-organisateur de mon colloque, du colloque d'il y a 10 jours au collège. Voilà, parenthèse fermée. Et donc, en quelque sorte, le capital naturel associé au climat, c'est ce genre de perpétuité écologique, au sens que Keynes donnait au mot perpétuité. Et donc la saveur de l'argument calcul économique, alors il y a évidemment beaucoup de chiffres, beaucoup de travail d'ordinateur derrière, mais enfin, c'est le don le plus utile à faire aux générations futures, même et surtout si elles sont plus riches que nous, et même s'il y a de l'incertitude sur cette utilité, c'est une planète en bon état. Et c'est vrai à très long terme, et ça justifie des efforts aujourd'hui significatifs, mais ce n'est pas vrai s'il n'y a pas une forme d'altruisme intergénérationnel. Si vous vous moquez de ce qui se passe sur cette planète après 2040, je ne vous conseillerais pas de vous engager dans une politique climatique. Peut-être à tort, mais ça ne tient pas sans forme de l'altruisme intergénérationnel, mais qui est justifié ensuite. Alors là, oui, j'ai fait encore de la publicité pour des ouvrages, mais je me suis permis de mettre le second sur la droite, puisqu'il a un des auteurs et l'organisateur de cette conférence, Édouard Barr, un des co-auteurs de cet ouvrage où nous participâmes. Ça, c'est un ouvrage que j'ai dirigé avec Henri Tulkins, qui est paru à MIT Press, et qui fait une transition avec ce que je vais raconter maintenant. Donc, c'est le Design of Climate Policy, c'est la politique climatique, outils et questions amont. Alors, je vais évoquer un certain nombre de problèmes qui sont débattus par les économistes. Je ne prétends pas que je vais en donner une vision assez
assez fouillé pour que vous fassiez une idée. Il y a une première question que personne ne pose jamais, hein, mais quelle est l'assiette de la politique climatique? L'assiette à laquelle on fait allusion, c'est les émissions par exemple pour le gaz carbonique, c'est les émissions de CO2 en cycle propre. Il y a, c'est-à-dire que vous regardez les émissions de CO2 dans les usines où elles ont lieu, etc. Il y a une autre assiette possible, hein, c'est de saisir à la source le carbone extrait ou importé. Et si vous n'extrayez pas de carbone, mais vous l'importez, par exemple, à la frontière, vous pouvez mettre en place une taxe ou des choses comme ça. Donc il y a une assiette de la politique climatique qui est complètement différente, qui est apparemment infiniment plus simple. Alors il y a des arguments pour la méthode qu'on a utilisée, hein, sur lequel on pourrait discuter assez longuement, mais je mentionne un des problèmes, c'est un des problèmes que je considère comme important et comme complètement négligé. Et deuxièmement, deuxième type de problème qui donne lieu à des débats entre les économistes, c'est qu'est-ce qui est mieux, utiliser une taxe carbone ou un marché de droit? Alors, en général, les économistes, ça c'est un problème d'externalité négative, hein, un problème de pollution au sens large du terme, hein, vous émettez du gaz carbonique, etc. Alors, les économistes disent qu'il y a deux types d'instruments. Il y a les instruments réglementaires, vous mettez des normes et vous venez vérifier installation par installation qu'elles sont suivies, ou il y a des instruments économiques. Et dans les instruments économiques, il y a la taxe, vous taxez la pollution, ou vous subventionnez la dépollution, c'est un petit peu symétrique. Et il y a le marché de droit. Le marché de droit, c'est vous donner aux émetteurs, aux pollueurs, des droits à polluer, gratuitement ou pas, ça c'est une autre affaire. Et ils peuvent les échanger sur des marchés. Ceux qui peuvent dépolluer à coût très faible vont le faire et vendront leurs droits à ceux qui ont des coûts très élevés pour dépolluer. Donc, vous avez deux types d'instruments qui ont des vertus différentes. Hein. L'instrument de quantité, l'instrument du marché permet de contrôler les quantités. Si vous faites fonctionner bien le marché, vous contrôlez la quantité totale de pollution. Il n'y a pas de problème. La taxe vous permet de contrôler les prix, c'est un peu différent. Alors, lequel est le mieux? Alors, les économistes, en première approximation, pensent que, à prix du carbone identique pour les deux solutions, ça a à peu près les mêmes effets. J'ai introduit des bémols à cette affirmation tout à l'heure. Hein. Eh bien, le reste du monde a des opinions totalement différentes. Par exemple, je vais prendre un seul exemple. Pourquoi a-t-on décidé au niveau européen un marché des permis plutôt qu'une taxe carbone au niveau européen? Pour une raison très simple, c'est que décider d'une taxe carbone au niveau européen, ça requiert l'unanimité. Décider d'un marché de permis qui touche la moitié des émissions, hein, qui touche un grand nombre d'installations, quelques milliers d'installations, ça se prend à la majorité. Alors que ce sont évidemment des mesures qui sont en partie substituables, même si on ne va pas jusqu'au bout de la logique économique. Donc, alors les citoyens américains, eux, préfèrent le marché. Hein. Nous, citoyens français, on préfère en principe la taxe, mais l'échec de la taxe carbone montre que ce n'est pas nécessairement aussi vrai que ça. Voilà, donc alors la question, les économistes ont-ils raison? J'allais dire que oui, mais je n'ai pas le temps de justifier mon opinion. Alors il y a un point qui est alors extrêmement lié à l'analyse économique du problème climatique, c'est ce qu'on appelle le paradoxe vert. Ou dit das Grünen-Paradoxon, puisque ça vient d'un économiste allemand, cette analyse. Alors, ça exprime des doutes sur les effets des politiques d'abaissement de la demande de CO2 dans un espace limité ou de transfert vers des énergies non carbonées. Alors, ça donne des effets. L'idée est la suivante. Si vous taxez le carbone à un moment donné, est-ce que ça n'aura pas pour effet de induire les producteurs de carburants fossiles qui se rendent compte que leurs réserves qu'ils ne pourront pas épuiser leurs réserves et qu'il faut qu'ils les mettent sur le marché rapidement, à baisser considérablement leur prix. Donc le paradoxe vert a des doutes sur les effets bénéfiques du progrès technique, par exemple. L'abaissement du prix des énergies non carbonées de substitution peut accélérer l'extraction des ressources carbonées. Et donc que l'efficacité de la politique
climatique pour l'innovation est conditionnée à une très bonne maîtrise du chemin de prix du carbone. Ça, c'est un point auquel je crois, mais sur lequel je vais passer rapidement. Dernier point qui est aussi dans le débat des économistes, c'est le problème de la coopération internationale et des fuites de carbone. En 1917, on se demandait à Moscou si on pouvait faire le socialisme dans un seul pays. En 2010 et 2015, la question se pose de savoir peut-on faire une politique climatique dans un sous-ensemble du monde. Le problème, ça s'appelle les fuites de carbone. Si vous faites une politique rigoureuse dans un sous-espace du monde, au sein d'une coalition que vous appelez vertueuse, ça diminue la compétitivité des industries carbonées, bien sûr. Ici, je pense à l'industrie du ciment, à la métallurgie, etc. Ça déclenche éventuellement, donc ça fait des pertes de compétitivité, et par contre des gains de compétitivité pour ceux qui sont hors de l'espace protégé, de telle sorte que l'effet total peut être ambigu. Ça peut entraîner des délocalisations, et ça peut entraîner des effets inverses. En particulier lorsqu'on rajoute à l'analyse le paradoxe vert. Alors, je dirai un mot tout à l'heure sur les solutions, si j'ai le temps. Voilà donc un petit peu sur l'agenda des débats entre économistes. Voilà quatre sujets de débat parmi d'autres, mais qui me paraissent particulièrement, dont au moins 3 sont spécifiques à la politique climatique. N'en étant pas. Donc j'en viens à la dernière partie, qui est vers une... Combien de temps me reste-t-il? 5 minutes. Vers une gouvernance mondiale efficace. Alors je vais aller assez vite. Oui, ça c'est une publicité pour un texte que j'ai écrit pour le Premier ministre il y a 12 ans. Là, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est un diagramme qui est un petit peu vieux, qui montre, alors les choses ont changé depuis ça, parce qu'il y a à peu près des années 2000, qui montre en abscisse le produit par tête, le PIB par tête, et en ordonnée les émissions. Et vous voyez donc qu'il y a une corrélation entre le développement mesuré par le PIB par tête et les émissions. Vous voyez, les États-Unis sont complètement à l'extrémité sont à la fois au niveau élevé en matière de PIB par tête et un niveau élevé en termes d'émissions par tête. Et vous voyez, il y a tous les pays en développement qui étaient sur la gauche ici. Ça, c'était la perspective Kyoto, et ça explique d'ailleurs un certain nombre de choses qui sont passées à Kyoto. Alors, je reviens sur Kyoto, où il y a, vous voyez ici le Temple d'Or, c'est un endroit très agréable. Et l'équation Kyoto, donc 1997, était fondée sur une option forte. Dans mon vocabulaire de tout à l'heure, c'est une politique de quantité, c'est-à-dire que elle était limitée aux pays développés. Ça, naturellement, c'était une de ces failles évidentes. Mais elle donnait à chaque pays des quotas d'émissions, c'est-à-dire des droits d'émission, d'ailleurs qui étaient tous inférieurs aux émissions réelles de ces pays à ce moment-là. Et elle organisait un marché mondial des permis. Donc, en principe, elle permettait d'organiser le contrôle des émissions au niveau mondial, enfin au niveau des pays participants. Ça n'a pas fonctionné pour... Et donc, ça avait été préféré à une taxe carbone internationale harmonisée qui avait été aussi évoquée. Donc, je dis que ce mécanisme de quota ou de permis était globalement positif et avait pas mal de... Alors maintenant, si j'ai souvent dit, mais personne ne veut me nommer dictateur, ce que je comprends, mais que si j'étais dictateur, je me suis demandé ce que je ferais. Alors je ferais l'hypothèse que je suis suffisamment puissant pour imposer aux nations ce que les nations peuvent imposer à leurs citoyens à l'intérieur des frontières, de leurs frontières. Et je suis économiste et je ne peux pas l'oublier. Alors je serais tenté d'organiser un super Kyoto où tous les pays participent. Je donne des trajectoires longues d'émissions et j'organise un marché mondial des quotas. Et pour vendre ma solution, je dis qu'économistes et écologistes vont être enfin réconciliés.
Les économistes vont être contents, il y aura un prix unique du carbone, donc tout ça se fera au moindre coût. Et il y aura contrôle des émissions et il y aura de très fortes incitations à l'innovation. Alors évidemment, il y a pas mal de problèmes, hein, le choix des trajectoires, l'incertitude qu'il y a sur les prix qui vont émerger si se fait ceci. Donc le problème des anticipations de prix. Par contre, c'est une solution qui évite le paradoxe vert, parce qu'elle contrôle les quantités et qu'elle n'agit pas sur les prix. Elle est compatible avec des taxes carbone au niveau régional ou au niveau national. Taxe carbone pour laquelle j'ai plaidé, par exemple, au niveau de l'Europe, il y a un certain temps. Naturellement, il y a un vrai problème, c'est l'allocation des quotas. Comment je vais donner des quotas à tous ces pays que je suis censé diriger? Alors, je vais être très sensible aux questions de distribution et de justice. Et donc, je vais avoir comme solution Super Kyoto. Je vais décliner les quotas globaux en quotas nationaux pour tous les pays. Et donc, les quotas par tête seraient les mêmes sur tous les pays. Alors, les pays pauvres dont les émissions sont inférieures à la moyenne mondiale sont gagnants, ils sont vendeurs sur ce marché, et les pays riches sont perdants, ils sont acheteurs sur ces marchés. Alors naturellement, ma solution, comme vous le voyez, est totalement utopique. Je n'ai absolument aucune, et je vous montrerai peut-être tout à l'heure pourquoi elle est particulièrement utopique. Oui, voilà. Voilà les émissions par tête de CO2 aujourd'hui à peu près. La moyenne mondiale est de 4,98. Vous voyez que la France, avec 5,19, n'aurait pas à payer grand-chose. Hein. Elle aurait presque des quotas égaux à ses émissions. Et elle pourrait toujours les vendre sur le marché mondial. L'Allemagne serait un peu plus gênant. Mais les États-Unis, qui ont 17,2 au lieu de 4,98, devraient donc acheter une quantité de quotas au prix de marché correspondant à cette différence par habitant. Vous multipliez par le nombre d'habitants, vous regardez la somme, vous verrez que ce n'est pas du tout mineur. Donc j'ai renoncé, après avoir regardé ces chiffres, j'ai renoncé parce que je me suis rendu compte que je n'avais aucune chance. Donc, en fait, mais le problème, c'est que cette difficulté est plus générale. C'est que l'allocation de quotas est la face cachée de la répartition des coûts de la politique. Et c'est pour ça que c'est nécessairement conflictuel. Est-ce que c'est sans espoir? Pas nécessairement. À partir, si on arrive bien à réunir tout le monde, il existe en principe une allocation de l'effort qui serait acceptable pour tous. Où le coût que paierait chacun serait inférieur au bénéfice qu'il retirerait. Mais on ne sait pas du tout comment la calculer, on n'a pas du tout la solution. Et ça serait la solution du dictateur si j'étais conscient des rapports de force. Et j'accepterais à ce moment-là d'être dictateur, sans doute, mais on me le demanderait toujours pas. Et naturellement, il y a des problèmes considérables d'asymétrie d'information dans la négociation. Je proposais aussi de passer du point de vue du dictateur à celui du président de la République des Nations. Je suis président de la République des Nations et je peux faire voter des mesures par les nations à la majorité, le nombre de représentants de chaque nation n'étant pas nécessairement égal à 1, etc., à la majorité. Alors à ce moment-là, j'ai de bons arguments pour penser que je peux faire voter une taxe carbone harmonisée internationale, qui a les résultats que l'on a, la compréhension qu'on a des mécanismes de vote, fait penser que c'est tout à fait plausible. Alors, en fait, tout ça, après Copenhague, ça c'était vraiment la vision Kyoto, une gouvernance mondiale. C'était une approche top-down, du haut vers le bas. Après Copenhague, ça s'est totalement délité. On a adopté une approche bottom-up, du bas vers le haut, celle de la COP 21. Alors, je vais dire un mot, j'ai encore 2 transparents, donc un mot sur la COP 21 pour terminer. La solution que j'ai évoquée tout à l'heure, une organisation mondiale, c'est un petit peu ce que je pourrais appeler métaphoriquement des grandes rivières. Alors la question, est-ce qu'il y a des petites rivières qui pourraient se constituer? C'est-à-dire des choses qui ressemblent à la grande rivière mais qui ne sont pas tout à fait complètes. Eh bien, le monde pourrait s'organiser autour d'une collection de coalitions inégalement vertueuses, qui feraient des accords entre elles pour avoir, par exemple, un prix du carbone interne identique. Alors, le problème de la protection, et je peux essayer de mettre en place des ajustements aux frontières qui fournissent de la protection. C'est-à-dire que vous taxez les biens importés en prorata de leur contenu en carbone.
Mais naturellement, ça n'empêche pas, ça ne donne pas des incitations aux gens extérieurs à vous joindre. Et la stabilité d'un tel système requiert des mécanismes punitifs vis-à-vis des outsiders à la coalition vertueuse. Par exemple, des taxes à l'importation. Cette idée a été émise récemment aux États-Unis, ce qui est très extrêmement surprenant, puisque toute réserve vis-à-vis du libre-échange était en général considérée comme dangereuse. Et c'est une direction dans laquelle, à mon avis, il faut réfléchir, c'est-à-dire l'extension du domaine de la coopération, lier le commerce et l'environnement. J'ai toujours défendu cette idée, mais je me sens un peu moins seul en ce moment. Alors, qu'est-ce que c'est la COP21? C'est les INDC. Hein. Chacun apporte un cadeau sur la table. Alors, avec des problèmes, dans quelle mesure vous avez un vrai engagement, une vérification, etc. Hein. La politique climatique, c'est la somme des cadeaux apportés par les agents. C'est ce qu'on appelle une solution non coopérative en théorie des jeux. Hein. C'est ce qu'on appelait un équilibre de souscription dans les livres de microéconomie quand j'étais jeune et que j'étudiais la microéconomie dans les bouquins de Malinvaud. Et on disait c'est pas très efficace. En fait, je pense qu'il faut penser non pas à ceci comme base de départ, mais comme arrivée, mais comme base de départ pour une série d'actions qui se mettraient en place après la COP21. C'est ce que j'appelle les petits ruisseaux. Alors il y en a beaucoup. Hein. Lier les marchés régionaux du carbone, financer le Green Fund qui est sur la table avec quelque chose qui ressemble à une taxe carbone internationale, mettre en place une finance plus vertueuse, se mettre d'accord sur des objectifs de long terme, ce sur quoi Thomas et moi sommes d'accord, l'avons dit et écrit un grand nombre de fois dans le passé, mettre en place des incitations appropriées pour l'innovation, pour la mondialisation de l'effort d'incitation, pour la mondialisation de l'effort d'innovation. Annoncer éventuellement, si ce n'est pas un prix réel du carbone, un prix fictif du carbone pour le calcul économique. Ça changerait déjà un peu la donne. Donc, vous voyez, il y a toute une série de réductions. Je vais terminer là. Je termine toujours par une publicité, mais la dernière est pour celle du livre que j'ai écrit avec Nicolas Stern, dont je vous ai beaucoup parlé au début de la... J'ai beaucoup parlé de Nicolas Stern, pas du livre, au début de la séance. Merci.